L'aube ce jour-là était froide et grise. Lorsque l'homme, quittant le large tracé que dessinait le Yukon gelé, gravit le haut coteau qui s'élevait sur une des rives du fleuve et où sinuait une piste étroite à travers l'épaisse futée des sapins. Le coteau était à pic. Une fois arrivé au sommet, l'homme fit une pause pour reprendre haleine. Puis machinalement, il regarda sa montre. Il était 9 heures. Il n'y avait pas de soleil. Pas un soupçon de soleil, et pourtant aucun nuage. Le ciel était pur et cependant de fines ténèbres tamisaient le plein jour et l'obscurcissaient. De cela, l'homme n'était pas inquiet. Depuis des semaines, il n'avait pas aperçu le soleil. Se retournant, il jeta un regard vers la longue piste qu'il venait de parcourir. En dessous de lui s'étendait le Yukon, large d'1 mille, et prisonnier sous 3 pieds de glace, elle-même ensevelie sous 3 pieds de neige. Aussi loin que l'œil pouvait porter, s'étendait cette blancheur infinie, sur laquelle serpentait un trait grisâtre, mince comme un cheveu. C'était la piste que l'homme avait suivie, longue de 500 milles vers le sud, et qui courait vers les passes du Chilkoot et le Pacifique. Vers le nord, elle conduisait au détroit de Bering et à la mer polaire. Et ni la ligne mystérieuse de l'horizon, ni l'absence de soleil, ni le froid terrible ne troublent l'homme. Pourtant, c'est un nouveau venu, un chichaco, comme ils disent. Et c'est son premier hiver sur la terre du Nord. Mais 50 degrés sous zéro ne l'impressionne pas plus que 80 degrés. La morsure du gel peut faire mal. Et il importe de s'en préserver en fourrant ses mains dans des moufles épaisses, en abattant sur ses oreilles les pattes de sa casquette, en protégeant ses jambes et ses pieds avec des bas épais et de bons mocassins. 50 degrés sous zéro, c'est un fait, rien de plus. Pour estimer le froid qu'il fait, il crache. Un bruit aigu, pareil à une petite explosion. Il crache à nouveau. Et pour la seconde fois, la salive claque dans l'air. L'homme sait qu'à cette température, la salive claque au moment où elle touche le sol. Mais pour avoir ainsi explosé dans l'air,
c'est que le froid, sans aucun doute possible, dépasse les 50 degrés. De combien il l'ignore. Mais peu importe. L'homme s'engouffre sous les grands sapins. La piste qu'il suit est à peine tracée, une couche de neige est tombée depuis le passage du dernier traîneau. Sur ses talons trotte un chien, un énorme husky, à la robe grise, proche de celle de son frère, le loup sauvage. Son haleine congelée, appoudrée d'un givre blanc et cristallin, ses sourcils, son museau et ses bajoux. L'animal est déprimé par le froid prodigieux. Bah oui, c'est vraiment pas un temps pour voyager. Ah oui, bien sûr. Le chien ignore tout des thermomètres. Sa notion du froid n'a pas la précision des calculs humains, mais son instinct l'en avertit plus sûrement qu'un raisonnement. Encore une fois, c'est pas un temps pour voyager. Il vaudrait mieux revenir en arrière. Ou chercher un abri pour y construire un feu. Ou encore creuser un trou dans la neige pour s'y tapir à l'abri de l'air. Mais non. L'homme poursuit son chemin à travers de vastes forêts plates. Son but est de rejoindre sans encombre d'autres hommes qui l'attendent sur la fourche gauche de l'Henderson Creek, un petit affluent du Yukon où se trouve leur concession. Les camarades l'ont gagné par une piste directe, tandis que lui s'est détourné de son chemin pour explorer la vallée et vérifier que les forêts de sapins fourniront au printemps prochain des rondins de taille voulue pour l'exploitation de la mine, et qui sait, peut-être même un filon d'or. D'après ses prévisions, il rejoindra ses camarades vers 6 heures, autour d'un feu et d'un bon souper. Pour ce qui est du déjeuner, il porte sur lui le nécessaire. Sous sa chemise, à même la peau, un paquet de biscuits, enveloppé dans un mouchoir. Oui, c'est la seule façon d'empêcher les biscuits de geler. D'excellents biscuits. Ouais, trempés dans du lard fondu, avec une tranche grillée à l'intérieur. Il sourit, satisfait, et se réjouit d'aller à pied sans autre charge que son déjeuner. I just want to be some people are searching for the brush of the gold. There's speed of their family. I just want to be free.
L'homme traverse ensuite un grand marécage gelé et descend dans une vallée jusqu'à la berge d'un petit cours d'eau glacé, l'Henderson Creek. Ah, il sera vite arrivé à la première fourche, distante encore de 10 000. Et pour célébrer cet événement, il mangera son déjeuner. Le chien, la queue pendant entre les jambes, reprend sa place derrière les talons de son maître, qui, de sa marche légèrement balancée, se met à suivre le cours de la rivière. La neige a recouvert toute trace de pas humain. Il y a un mois que personne n'a emprunté le silencieux vallon. L'homme va toujours d'un pas régulier. Dépourvu d'imagination, il ne pense à rien, sinon à son déjeuner. Il ne dit rien non plus. Pour la simple raison qu'il n'y a personne à qui parler. Et d'ailleurs, voudrait-il le faire, qu'il ne le pourrait pas, à cause de cette muselière de glace qui lui ferme la bouche. Sa barbe rousse et ses moustaches, elles aussi, sont congelées. Le dépôt de givre s'y transforme aussitôt en un dépôt de glace dont l'épaisseur augmente à chaque respiration. De plus, il chique du tabac. Et son jus, mêlé à la salive, ruisselle sur sa barbe en stalactites de couleur brunâtre et dur comme de l'ambre. Si l'homme tombe, sa barbe se brise en 1000 morceaux. La seule pensée qui lui revient parfois, c'est qu'il fait réellement froid. Tout en cheminant, il frotte son nez et ses pommettes avec ses moufles, mais il a beau frotter, la circulation ne semble pas se rétablir. Et il en est certain maintenant. Il a une partie du visage gelée. Ouais, c'est douloureux par la suite, mais bon, on n'en meurt pas. Son unique préoccupation est d'observer très attentivement la piste et il scrute le sol à chaque pas avant d'y poser le pied. Soudain, il entend un craquement sinistre. Et il sent la glace dérouper sous ses pas. L'homme sait que la rivière est entièrement gelée. Il fait un écart. Mais il sait que des sources jaillissent en bouillonnant des flancs de la colline et courent sous la glace et la neige pour rejoindre le lit de la rivière.
Ces sources ne gèlent jamais. L'épaisseur de neige qui les dissimule est épaisse de 3 pieds, parfois seulement de 3 pouces. Il arrive encore qu'une série de nappes d'eau et de couches de glace se superposent sous la neige. Si la carapace supérieure vient à s'effondrer, celles qui suivent en font autant. Et celui qui tombe dans l'un de ces craquenards peut s'enfoncer dans l'eau jusqu'à mi-corps. L'homme s'arrête donc de marcher pendant un instant pour observer la configuration de la vallée. Oui. Les sources semblent venir de la droite. Alors, tout en continuant à se frotter le visage, il reprend sa route en appuyant vers la rive gauche du fleuve. Le sol paraît redevenir plus ferme, le danger disparaître. Une nouvelle chic, et il accélère son allure. À un endroit, le passage lui paraît suspect. Et il contraint le chien à marcher devant lui. L'animal s'y refuse. L'homme le menace et le pousse en avant. Le chien n'a pas fait 20 pas qu'il s'enfonce dans un trou d'eau. Et il se remet vivement sur ses pattes et gagne un terrain plus solide. Mais les pattes du chien ont été mouillées. Et l'eau s'y transforme aussitôt en glace. Le chien commence par se lécher et enlève avec ses dents la glace qui pend de ses poils. L'homme, qui a besoin de l'animal, vient à son secours. Il retire sa main d'une moufle et arrache les glaçons. Il n'expose pas ses doigts plus d'1 minute que la morsure de l'air les saisit. Il remet sa moufle et frappe violemment sa main contre la poitrine. Le ciel est toujours pur et sans nuages. Mais pourtant, le corps de l'homme ne projette aucune ombre sur l'Henderson Creek. Il arrive maintenant à la première fourche de la rivière. S'il maintient ce rythme, il rejoindra ses camarades vers 6 heures, comme prévu. Mais à peine a-t-il le temps de déboutonner sa veste que ses doigts redeviennent insensibles. Il frappe sa main à plusieurs reprises contre sa cuisse. Et puis, il lève le biscuit vers sa bouche. Mais elle éclose par la muselière de glace. Ah oui, le vieux bonhomme du Sulphur Creek n'avait pas menti quand il lui avait dit combien il faisait froid dans ce pays. Oh, il s'était alors moqué de lui. Ouais. Mais il n'y a pas de doute possible. Il fait froid. Vraiment très froid.
Il entreprend alors de construire un feu. Sous les broussailles qui bordent la rivière, il trouve le bois nécessaire. Il établit avec soin un petit foyer. Puis, il sort un morceau d'écorce de bouleau de sa poche, sur lequel il frotte une allumette. Le bouleau s'embrase plus rapidement qu'un bout de papier. Et le feu jaillit en sifflant. Et il se courbe alors sur la flamme, faisant fondre la glace qui lui recouvre la figure. Et puis, devant la chaleur bienfaisante, il retire les mains de ses moufles et entreprend de manger ses biscuits. Il a dominé le froid. Le chien, satisfait lui aussi, s'allonge tout près du feu, aussi près que possible, enfin sans se roussir les poils. Son déjeuner terminé, l'homme bourre sa pipe et la fume tranquillement. Et puis, il reprend la piste. L'animal, complètement déboussolé par cette décision, quitte le feu en rechignant. Bah oui. Cet homme ne sait réellement pas ce qu'est le froid. Ben oui, aucun atavisme ancestral ne lui a inculqué la notion du froid, du vrai froid, du froid par 100 degrés sous zéro. Ben pour lui, c'est pas pareil. Ses ancêtres lui ont transmis son expérience. Il sait qu'il est mauvais de s'aventurer au loin par semblable température. Encore une fois, vaudrait mieux se coucher douillettement dans un trou, dans la neige, et attendre. Il n'existe entre le chien et l'homme aucune intimité d'ordre affectif. L'un est esclave de l'autre, c'est tout. La seule caresse qu'il en reçoit est la mèche du fouet. Et pour toute parole, des bruits de gorge qui annoncent des coups. Un sifflement, un claquement de fouet. La bête reprend sa place au talon de son maître. I'm tired of this world once again, and I'm sick of these people around me. I feel like I'm dragging ball and chain when I'm looking at the bottom of my feet. Every day still all the same, until you really start to change something. They told me to be strong as a man, but now I've got demons on my heels. Hey, hey, I just want to walk alone. I need to follow my own steps. Don't cry for me, I'll be gone, because I've only footprints on my way. Hey, hey, hey,
Alors que la neige régulière et lisse paraît indiquer un terrain solide, l'homme s'enfonce. Le trou n'est pas profond. Et il s'en tire en se mouillant simplement jusqu'à moitié des mollets. Mais il peste contre son sort. Il va lui falloir reconstruire un feu. Et cet accident le retardera d'1 heure. Il se dirige donc vers la berge. Les grandes ondes du printemps ont amassé du bois mort qu'il commence à étaler pour servir de foyer et empêcher la jeune flamme de se noyer dans la neige fondue. Puis il opère comme précédemment, en grattant une allumette sur une écorce de bouleau, et il alimente la flamme avec des touffes d'herbes sèches et des brindilles. À mesure qu'elle grandit, il ajoute des morceaux de plus en plus gros. Il faut être méthodique pour construire un feu. Avec les pieds secs, si on échoue, il suffit de courir pendant 1 mille pour les réchauffer. Mais avec cette température, c'est l'inverse. Plus rapide est la course, plus fort les pieds gèleront. Tant qu'il marchait à bonne allure, la circulation du sang se faisait normalement dès l'instant où il s'est arrêté. Le sang en a fait de même. Le sang, comme le chien, déteste le froid. Et s'en cache. Il fuit les extrémités pour se réfugier en son centre. Mais le feu commence par bien flamber. Il va pouvoir l'alimenter avec des grosses bûches. Il sourit satisfait. Le vieux qui a sa cabane sur le Sulphur Creek l'avait rabâché. Nul homme au Klondike ne doit s'aventurer à voyager seul par moins 50 degrés sous zéro. C'est une loi absolue. Et cependant, lui est ici. Un accident est survenu et c'est tout seul qu'il s'est tiré d'affaire. Ah, c'est vieux. L'essentiel, c'est de garder les idées claires. Ouais, un homme peut et doit pouvoir voyager seul, tout va bien. D'ailleurs, le feu est là. Claquant, craquant, bien vivant lui aussi. Chacune de ses flammes danse dans l'air gelé. I've been marching for so long, and I don't even know when it stopped. How many miles must we march? Oh, please, let me stand into your fire. I always try to look like the houses, but the houses never really look at me. They don't even know how I feel. Oh, please, let me stand into your fire, fire, fire. Oh, please, let me stand into your fire, fire, fire. Then I came to the church, oh, where the Reverend said to me, you'll never really found your way back home, back home. I say, please, let me stand into your fire, fire, fire. I say, please, oh, let me stand into your fire, fire, fire. And then I came down the street where I found a beautiful angel.
She's got brown hair and brown eyes too. I said, please let me stand into your fire, fire, fire. I said, please let me stand into your fire, fire, fire. Fire, fire, fire. I said, please let me stand. Please, oh, let me stand. I said, please let me stand into your fire. Mais l'homme avait commis une sérieuse imprudence. Il a établi son feu au pied d'un sapin. Ouais, la place lui avait paru confortable. Mais le vent n'avait pas soufflé depuis des semaines. Et la neige s'était accumulée. Il avait alors brisé quelques branches basses pour les jeter sur son brasier et ce faisant, communiquer à l'arbre une imperceptible agitation. Elle a été suffisante pour rompre l'équilibre. D'abord, c'est à la cime, une branche qui renverse doucement sa charge de neige. Celle-ci tombe sur la branche du dessous qui, à son tour, cède son poids de neige à la suivante et ainsi de suite. La chute continue, silencieuse et rapide. Et puis d'un bloc, l'avalanche s'abat sur l'homme et sur son feu. La seconde d'après, il ne reste du brasier qu'un lit informe de neige fraîche. Pendant un moment, l'homme reste les yeux fixés sur la place du foyer disparu. Il en est terrifié. Le chien, patiemment assis sur son derrière, ne le quitte pas du regard. Puis l'homme redevient maître de lui. Il a beau être seul, il s'en sortira. Il se remet au travail et établit de nouvelles fondations pour son feu, à découvert cette fois. Ses préparatifs une fois terminés, l'homme cherche dans sa poche une autre écorce de bouleau. Mais ses doigts ne sentent plus rien. Et ses pieds aussi continuent de geler. À cette idée, il est saisi d'une véritable angoisse. Mais il conserve son calme. À l'aide de ses dents, il renfile ses moufles. Et bat des mains contre ses côtes. Oui, c'est ça.
les mains contre les côtes. Et puis il fait aller ses bras en avant, en arrière, en avant, en arrière. Puis il s'assoit, il se relève, s'assoit, se relève, s'assoit, se relève. L'homme envie la chaude couverture de poils du chien qui le regarde faire, toujours assis dans la neige. Soudain, c'est dans ses mains comme un picotement bienfaisant, suivi d'une cuisson atrocement douloureuse. Il arrache sa moufle, attrape un morceau d'écorce de bouleau et des allumettes. Mais tandis qu'il essaie d'en isoler une, tout le paquet tombe dans la neige. L'homme se penche et approche sa main ouverte au-dessus du petit tas. Il la referme, mais rien. Ses doigts ne sentent plus rien. Alors, à l'aide de ses mains, il rassemble les allumettes et faisant craquer d'un violent effort la muselière de glace, il desserre ses lèvres. À l'aide de ses dents, il attrape une allumette, il la frotte. Elle s'allume, mais la fumée lui monte aux narines et le fait tousser. L'allumette tombe sur le petit tas de soufre qui s'embrase d'un seul coup. L'homme essaie alors de déplacer ce foyer ardent vers l'écorce de bouleau. Mais une sensation étrange se fait sentir dans ses paumes. Sa chair brûle. Mais il maintient la flamme au-dessus de l'écorce de bouleau, mais celle-ci refuse de s'allumer. La douleur s'intensifie. Ses mains continuent de brûler et le bouleau ne flambe toujours pas. À la fin, ne pouvant plus tenir, il lâche tout. Quelques allumettes en tombant atteignent l'écorce de bouleau qui se met à flamber. Il se précipite alors et il ajoute des herbes sèches et des brindilles. Mais une grosse touffe de mousse verte tombe en plein milieu du petit foyer. Du bout des doigts, il essaie de l'enlever, mais le tremblement qu'il agite lui fait éparpiller son minuscule foyer. Des brindilles dispersées, monte une dernière petite fumée et tout s'éteint. L'homme jette autour de lui un regard apathique. Ses yeux rencontrent le chien qui se tient toujours en face de lui. La bête sent, elle aussi, le froid à l'envahir. La vue du chien fait naître dans la tête de l'homme une idée sauvage. Ouais, il se remémore l'histoire de ce voyageur pris dans une tourmente de neige qui tua un jeune taureau et s'abritant dans les entrailles chaudes fut ainsi sauvé du gel et de la mort. Il fera comme lui. Oui, c'est ça. Il tuera le chien. Et il plongera ses mains dans le cadavre encore chaud jusqu'à ce que le sang vienne irriguer ses doigts. Alors, il parle au chien. Mais la bête, à qui on n'a jamais parlé de cette façon, prend peur.
Cette voix cache un danger, mais lequel? Les oreilles aplaties, le chien refuse de se rendre à l'appel. L'homme se met alors à quatre pattes et rampe vers l'animal. La défiance du chien devant cette posture inaccoutumée s'accroît encore. Elle est hargneux. Il se défile sournoisement. L'homme parvient à se relever. Le chien se rassure en voyant que son maître a retrouvé une stature verticale. Et quand une voix impérieuse qui claque comme un coup de fouet grogne de nouveau, il retrouve sa soumission coutumière et s'avance. Brusquement, l'homme se jette sur la bête et la tient solidement entre ses mains. Le chien gémit et se débat, mais l'homme maintient étroitement l'animal contre son corps, comme dans un étau. Mais ses mains gelées ne parviennent ni à saisir le couteau, ni à étrangler la bête. Il la relâche. D'un bond affolé, le chien se sauve en grognant. À une quarantaine de pas, il s'arrête, observant ce qui va se passer. L'homme regarde ses mains inertes. Elles n'existent plus pour lui que par la vue. Il a simplement l'impression vague de deux poids morts suspendus à ses poignets. Il réalise alors qu'il ne s'agit plus seulement de perdre un nez, des pieds ou des mains, mais que sa vie même est en jeu. Une peur obscure, oppressante le gagne, la peur de sa propre mort. Alors soudain, il se met à courir aveuglément, envahi d'un effroi qu'il n'a encore jamais connu. Il va sans rien voir. L'effort de la course ramène dans son corps un peu de chaleur. Il se sent mieux. Déjà, il discerne à nouveau la piste abandonnée. Oui, c'est ça. Tenir, atteindre le campement. Alors, tout n'est peut-être pas perdu. Mais comment peut-il courir comme il le fait? Sur des pieds complètement gelés. Son corps ne paraît pas peser sur eux. Il effleure la neige sans en ressentir le contact. Aussi léger que cette statue qu'il avait aperçue un jour dans une huile. Oui. Oui. Un Mercure ailé. Est-ce que Mercure n'éprouvait pas cette même sensation que lui procure cet effleurement de la neige? Mais non. Il est fou à la vérité de prétendre à atteindre le campement en courant ainsi. Plusieurs fois, il a trébuché. Enfin, il perd l'équilibre, contracte ses muscles pour le rétablir, mais il tombe. Il essaie de se relever, en vain, et il est à bout.
il a tout à coup la vision de son corps entièrement gelé. Oh, c'en est trop. Il se remet debout et reprend sa course éperdue. Il se sent comme un poulet qui aurait la tête coupée et qui continue à remuer les pattes. Le temps d'un éclair, il reprend ses esprits. Il ralentit son allure et se met à marcher normalement pour ménager ses forces. Mais la vision de son corps gelé s'impose. Elle relance dans sa course. Le chien suit. Peu après, il chancelle. Et il s'étend de tout son long. C'est d'abord une stupeur. Le chien s'assoit, lui aussi, les yeux attentifs et harlants. Le calme de la bête irrite l'homme, qui se met à injurier. Le chien se contente de coucher légèrement les oreilles. C'est bien. D'accord. Puisqu'il en est ainsi, puisqu'il est condamné à mourir gelé, autant accueillir la mort avec dignité. Il constate alors qu'une chaleur confortable se condense dans sa poitrine. Une sensation étrange, mais agréable. Le gel de son corps doit s'étendre. Des extrémités, le sang reflue vers la poitrine et le cœur. C'est après tout une sensation délicieuse de s'endormir ainsi dans la mort. Une paix soyeuse l'envahit, une douce somnolence le gagne, et sa tête vacille. Il se voit lui-même explorant la piste avec ses camarades à la recherche de son propre cadavre. Avec eux, il suit le cours glacé de la rivière. Et à un coude de la vallée, il trouve son corps étendu dans la neige. Il songe qu'il a dû faire grand froid. Puis il se trouve avec le vieux, oui, le vieux du Sulphur Creek. Il le voit nettement maintenant, bien au chaud, en train de fumer confortablement sa pipe. Tu avais raison, vieux père. Tu avais raison. Assis en face de lui, le chien attendait. Le jour se mourait. Aucun indice ne marquait que le maître construirait un feu. Il s'en étonnait. Dans sa mémoire, rien n'évoquait le souvenir d'un homme assis, sans feu, dans la neige, par semblable température. Avec la fin du crépuscule et la nuit qui montait au ciel, le froid augmenta encore. Le chien se mit à gémir doucement et recommença à faire aller sur place ses pattes de devant, tout en couchant les oreilles, car il craignait une réprimande ou un coup de fouet. Mais l'homme ne bougeait pas, ni ne parlait.
Le chien gémit plus fort, puis il rampa vers le maître et flaira l'odeur de la mort. Les poils hérissés, il recula. Quelques moments encore, il resta à cette même place, hurlant aux étoiles qui vacillaient dans l'air glacé. Puis il fit volte-face, et remontant au trot la piste qu'il avait suivie avec l'homme, s'en retourna vers quelque autre maître qui pourvoirait à sa nourriture et lui allumerait un feu. Allez. Allez, il faut y retourner. Go, go. Prends le milieu.